Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Le troisième chant. La quête de la belle aux cheveux d'or. Il y avait à la cour du roi Marc 4 barons, les plus félons des hommes, qui haïssaient Tristan de male haine pour sa prouesse et pour le tendre amour que le roi lui portait. Et je saurais vous redire leurs noms: André, Guénelon, Gondoine et Dénolan. Or, le duc André était, comme Tristan, un neveu du roi Marc. Connaissant que le roi Marc comptait vieillir sans enfant pour laisser sa terre à Tristan, leur envie s'en irrita, et, par des mensonges, ils animaient contre Tristan les hauts hommes de Cornouailles. Que de merveilles en sa vie, disaient les félons. Mais vous êtes des hommes de grand sens, seigneur, et qui savez sans doute en rendre raison. Qu'il ait triomphé du mort Holt, voilà déjà un beau prodige.
Mais par quel enchantement a-t-il pu, presque mort, voguer seul sur la mer? Lequel de nous, Seigneur, dirigerait une nef sans rame ni voile? Les magiciens le peuvent, dit-on. Puis, en quel pays de sortilège a-t-il pu trouver remède à ses plaies? Certes, il est un enchanteur. Oui, je vous le dis, sa barque est effet, et pareillement son épée. Et sa harpe enchantée qui chaque jour verse des poisons au cœur du roi Marc. Comme il a su dompter ce cœur par puissance et charme de sorcellerie. Il sera roi, seigneur, soyez-en sûrs, et vous tiendrez vos terres d'un magicien. Ils persuadèrent la plupart des barons, car beaucoup d'hommes ne savent pas que ce qui est du pouvoir des magiciens, le cœur peut aussi l'accomplir par la force de l'amour et de la hardiesse. C'est pourquoi les barons pressèrent le roi Marc de prendre à femme une fille de roi qui lui donnerait des oies. S'il refusait, ils se retireraient dans leur fort château pour le guerroyer. Le roi résistait et jurait en son cœur qu'aussi longtemps que vivrait son cher neveu, nulle fille de roi n'entrerait en sa couche. Mais, à son tour, Tristan, qui supportait à grande honte le soupçon d'aimer son oncle à bon profit, le menaça. Que le roi se rende à la volonté de ses barons, sinon il abandonnerait la cour. Il s'en irait servir le riche roi de Gavois. Alors Marc fixa un terme à ses barons. À 40 jours de là, il dirait sa pensée. Au jour marqué, seul dans sa chambre, il attendait leur venue et songeait tristement. Où donc trouver fille de roi si lointaine et inaccessible que je puisse feindre, mais feindre seulement de la vouloir pour femme? À cet instant, par la fenêtre ouverte sur la mer, deux hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se querellant. Puis, brusquement effarouchées, disparurent. Mais de leur bec s'était échappé un long cheveu de femme, plus fin que de la soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Marc, l'ayant pris, fit entrer les barons et Tristan, et leur dit: Pour vous complaire, Seigneur, je prendrai femme, si toutefois vous voulez quérir celle que j'ai choisie. Oh, certes, nous le voulons, beau Seigneur. Qui donc est celle que vous avez choisie? J'ai choisi celle à qui fut ce cheveu d'or, et sachez que je n'en veux point d'autre. Et de quelle part, beau Seigneur, vous vient ce cheveu d'or? Qui vous l'a apporté et de quel pays? Il me vient, Seigneur, de la belle aux cheveux d'or. Deux hirondelles me l'ont porté. Elles seules savent de quel pays. Les barons comprirent qu'ils étaient raillés et déçus. Ils regardaient Tristan avec dépit, car ils le soupçonnaient d'avoir conseillé cette ruse. Mais Tristan, ayant considéré le cheveu d'or, se souvint d'Iseut la blonde. Il sourit, et parla ainsi au roi Marc. Roi Marc, vous agissez là à grand tort. Ne voyez-vous pas que les soupçons de ces seigneurs me honnissent? Mais vainement vous avez préparé cette dérision. J'irai quérir la belle aux cheveux d'or. Sachez que la quête est périlleuse, et qu'il me sera plus malaisé de retourner dans son pays que de l'île où j'ai tué le mort Holt. Mais de nouveau, je veux mettre pour vous, bel oncle, mon corps et ma vie à l'aventure. Afin que vos barons connaissent si je vous aime d'amour loyal, j'engage ma foi par ce serment. Ou je mourrai dans l'entreprise, ou je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux blonds cheveux. Il équipa une belle nef, qu'il garnit de froment, de vin, de miel et de toutes bonnes denrées. Il y fit monter, outre Gorvenal, 100 jeunes chevaliers de haut parage, choisis parmi les plus hardis, et les affubla de côtes de bure et de chapes de camelin grossiers, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais, sous le pont de la nef, il cachait les riches habits de drap d'or, de sandales et d'écarlate qui conviennent aux messagers d'un roi puissant. Quand la nef eut pris le large, le pilote demanda: Beau seigneur, vers quelle terre naviguer? Ami, cingle vers l'Irlande, droit au port de Weisefort. Le pilote frémit. Tristan ne savait-il pas que, depuis le meurtre du Morholt, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornouaillaises? Les mariniers saisis, il les pendait à des fourches. Le pilote obéit pourtant et gagna la terre périlleuse. D'abord, Tristan sut persuader aux hommes de Weisefort que ses compagnons étaient des marchands d'Angleterre venus pour trafiquer en paix. Mais,
Comme ces marchands d'étrange sorte consumaient le jour au noble jeu des tables et des échecs, et paraissaient mieux s'entendre à manier le dé qu'à mesurer le froment, Tristan redoutait d'être découvert, et ne savait comment entreprendre sa quête. Or, un matin, au point du jour, il ouït une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Jamais il n'avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse. Il appela une femme qui passait sur le port. Dites-moi, fait-il, dame, d'où vient cette voix que j'ai ouïe? Allons, ne me le cachez pas. Certes, sire, je vous le dirai sans mensonge. Elle vient d'une bête fort fière, et la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul n'en peut alors sortir, nul ne peut non plus y entrer qu'on ait livré au dragon une jeune fille. Et, dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire un patenôtre. Dame, dit Tristan, ne vous raillez pas de moi, mais dites-moi s'il serait possible à un homme né de mer d'oxyre cette bête en bataille. Certes, beau doux sire, cela je ne le sais. Ce qui est assuré, c'est que 20 chevaliers éprouvés ont déjà tenté l'aventure. Car le roi d'Irlande a proclamé par voie de héros qu'il donnerait sa fille, Iseut la blonde, à qui tuerait le monstre. Mais le monstre les a tous dévorés. Tristan quitte la femme et retourne vers sa nef. Il s'arme en secret, et il eût fait beau voir sortir de la nef de ces marchands si riches destriers de guerre et si fiers chevaliers. Mais le port était désert, car l'aube venait à peine de poindre, et nul ne vit le preux chevaucher vers la porte que la femme lui avait montrée. Soudain, sur la route, 5 hommes dévalèrent qui éperonnaient leurs chevaux, les freins abandonnés, et fuyaient vers la ville. Tristan saisit au passage l'un d'entre eux par ses rouges cheveux tressés, si fortement qu'il le renversa sur la croupe de son cheval et le maintint arrêté. Dieu vous sauve, beau sire, dit Tristan. Par quelle route vient le dragon? Et quand le fuyard lui eut montré la route, Tristan le relâcha. Le monstre approchait. Il avait la tête d'une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, 2 cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de serpent, et le corps écailleux d'un griffon. Tristan lança contre lui son destrier d'une telle force que, tout hérissé de peur, il bondit pourtant contre le monstre. La lance de Tristan heurta les écailles et vola en éclats. Aussitôt, le preux guerrier tire son épée, la lève et l'assène sur la tête du dragon, mais sans même lui entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte. Pourtant, il lance ses griffes contre l'écu, les y enfonce et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut le blesser. Alors, le dragon vomit par les naseaux un double jet de flammes venimeuses. Le haubert de Tristan noircit comme un charbon éteint. Son cheval s'abat et meurt. Mais, aussitôt relevé, Tristan enfonce sa bonne épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en 2 parts depuis l'intérieur. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Tristan lui coupe la langue et la mit dans sa chausse. Puis, tout étourdi par la fumée âcre, il marcha pour y boire vers une eau stagnante qu'il voyait briller à quelque distance. Mais le venin distillé par la langue du dragon s'échauffa contre son corps, et, dans les hautes herbes qui bordaient le marécage, le héros tomba inanimé. Or, sachez que le fuyard aux rouges cheveux tressés était Aguyenne Guérand, le roux, le sénéchal du roi d'Irlande, et qu'il convoitait aussi Iseut la blonde. Il était couard, mais telle est la puissance de l'amour que chaque matin il s'embusquait, armé, pour assaillir le monstre. Pourtant, du plus loin qu'il entendait son cri, le preux fuyait. Ce jour-là, suivi de ses 4 compagnons, il osa rebrousser chemin. Il trouva le dragon abattu, le cheval mort, l'écu brisé, et pensa que le vainqueur achevait de mourir en quelques lieues. Alors, il trancha la tête du monstre, la porta au roi et réclama le beau salaire promis. Le roi ne crut guère à sa prouesse, mais voulant lui faire droit, il fit semondre ses vassaux de venir à sa cour,
à 3 jours de là. Devant le barnage assemblé, le sénéchal Aguyenne-Guérand fournirait la preuve de sa victoire. Quand Iseut la blonde apprit qu'elle serait livrée à ce couard, elle fit d'abord une longue risée puis se lamenta. Mais, le lendemain, soupçonnant l'imposture, elle prit avec elle son valet, le blond, le fidèle Périnis, et Brangien, sa jeune servante et sa compagne. Et tous trois chevauchèrent en secret vers le repère du monstre, tant qu'Iseux remarqua sur la route des empreintes de forme singulière. Sans doute, le cheval qui avait passé là n'avait pas été ferré en ce pays. Puis, elle trouva le monstre sans tête et le cheval mort. Il n'était pas harnaché selon la coutume d'Irlande. Certes, un étranger avait tué le dragon, mais vivait-il encore? Iseut, Périnis et Brangian le cherchèrent. Enfin, parmi les herbes du marécage, Brangian vit briller le haume du preux. Il respirait encore. Périnis le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les chambres des femmes. Là, Iseut conta l'aventure à sa mère et lui confia l'étranger. Comme la reine lui ôtait son armure, la langue envenimée du dragon tomba de sa chausse. Alors, la reine d'Irlande réveilla le blessé par la vertu d'une herbe et lui dit: Étranger, je sais que tu es vraiment le tueur du monstre, mais notre sénéchal, un félon, un couard, lui a tranché la tête et réclame ma fille Iseut la blonde pour sa récompense. Sauras-tu, à 2 jours d'ici, lui prouver son tort par bonne bataille? Reine, dit Tristan en se relevant, le terme est proche, mais sans doute vous pouvez me guérir en 2 journées. J'ai conquis Iseut sur le dragon. Peut-être je la conquerrai sur le sénéchal. Alors la reine l'hébergea richement, et brassa pour lui des remèdes efficaces. Au jour suivant, Iseut la blonde lui prépara un bain et doucement oignit son corps d'un baume que sa mère avait composé. Elle arrêta ses regards sur le visage du blessé, vit qu'il était beau, et se prit à penser. Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, mon champion fournira une rude bataille. Mais Tristan, ranimé par la chaleur de l'eau et la force des aromates, la regardait, et, songeant qu'il avait conquis la reine aux cheveux d'or, se mit à sourire. Iseux le remarqua et se dit: Pourquoi cet étranger a-t-il souri? Ai-je rien fait qui ne convienne pas? Ai-je négligé l'un des services qu'une jeune fille doit rendre à son hôte? Oui, peut-être a-t-il ri parce que j'ai oublié de parer ses armes ternies par le venin. Elle vint donc là où l'armure de Tristan était déposée. Ce aume est de bon acier, pensa-t-elle, et ce haubert est fort, léger, bien digne d'être porté par un preux chevalier. Elle prit l'épée par la poignée. Oh, certes, c'est là une belle épée, et qui convient à un hardi baron. Elle tire du riche fourreau pour l'essuyer la lame sanglante, mais elle voit qu'elle est largement ébréchée. Elle remarque la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du mort Holt? Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du mort Holt. Elle joint le fragment à la brèche. À peine voyait-on la trace de la brisure. Alors, elle se précipita vers Tristan, et, faisant tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle lui crie: Tu es Tristan de Lounois, le meurtrier du mort Holt, mon oncle! Meurs donc à ton tour! Tristan fit effort pour arrêter son bras, vainement, car son corps était perclus. Mais son esprit restait agile. Il parla donc avec adresse. Soit, je mourrai. Mais, écoute, fille de roi, sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais aussi le droit de me tuer. Oui, tu as droit sur ma vie puisque 2 fois tu me l'as conservée et rendue. Une première fois naguère. J'étais le jongleur blessé que tu as sauvé quand tu as chassé de son corps le venin dont l'épieu du mort Holt l'avait empoisonné. Ne rougis pas, jeune fille, d'avoir guéri ses blessures. Ne les avais-je pas reçues en loyal combat? Ai-je tué le mort Holt par trahison? Ne m'avait-il pas défié? Ne devais-je pas défendre mon corps et ma vie? Pour la seconde fois, en m'allant chercher au marécage, tu m'as sauvé. Ah, c'est pourtant pour toi, jeune fille, que j'ai combattu le dragon. Mais laissons là ces choses. Je voulais te prouver seulement que, m'ayant par 2 fois délivré du péril de la mort, tu as effectivement droit sur ma vie.
Tue-moi donc, si tu penses y gagner louange et gloire. Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du preux sénéchal, il te sera doux de songer à ton hôte blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et t'avait conquise, et que tu aurais tué sans défense dans ce bain. Iseut s'écria. J'entends la merveilleuse parole. Pourquoi le meurtrier du mort Holt a-t-il voulu me conquérir? Ah, sans doute, comme le mort Holt avait jadis tenté de ravir sur sa nef les jeunes filles de Cornouailles, à ton tour, par belle représailles, tu as fait cette ventance d'emporter comme ta serve celle que le mort Holt chérissait entre toutes les jeunes filles. Non, fille de roi, dit Tristan. Mais un jour, deux hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour y porter l'un de tes cheveux. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te quérir par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu, cousu parmi les fils d'or de mon blio. La couleur des fils d'or a passé. L'or du cheveu, lui, ne s'est pas terni. Iseut regarda la grande épée et prit en main le blio de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix et le revêtit de riches habits. Au jour de l'assemblée des barons, Tristan envoya secrètement vers sa nef Pérénice, le valet d'Iseut, pour mander à ses compagnons de se rendre à la cour, paré comme il convenait au messager d'un riche roi, car il espérait atteindre ce jour même au terme de l'aventure. Gorvenal et les 100 chevaliers se désolaient depuis 4 jours d'avoir perdu Tristan, et ils se réjouirent de la nouvelle. Un à un, dans la salle où déjà s'amassaient sans nombre les barons d'Irlande, ils entrèrent, s'assirent à la file sur un même rang, et les pierreries ruisselaient au long de leurs riches vêtements d'écarlate, de sandales et de pourpre. Les Irlandais disaient entre eux: Quels sont ces seigneurs magnifiques? Qui les connaît? Voyez ces manteaux somptueux parés de zibelines et d'or froid. Voyez, aux pommeaux des épées, aux fermailles des pélisses chatoyer les rubis, les béryls, les émeraudes, et tant de pierres que nous ne savons même pas les nommer. Oh, qui donc vit jamais splendeur pareille? Mais d'où viennent ces seigneurs? À qui sont-ils? Mais les 100 chevaliers se taisaient, et ne se mouvaient de leur siège pour nul qui entrât. Quand le roi d'Irlande fut assis sous le dais, le sénéchal Aguyen-Guérand le Roux offrit de prouver par témoin et de soutenir par bataille qu'il avait tué le monstre, et qu'Iseux devait lui être livré. Alors Iseut s'inclina devant son père et dit: Roi puissant, un homme est là, qui prétend convaincre votre sénéchal de mensonge et de félonie. À cet homme prêt à prouver qu'il a délivré votre terre du fléau, et que votre fille ne doit pas être abandonnée à un couard, promettez-vous de pardonner ses torts anciens, si grands soient-ils, et de lui accorder votre merci et votre paix? Le roi y pensa, et ne se hâtait pas de répondre. Mais ses barons crièrent en foule: Octroyez-le, sire! Octroyez-le! Le roi dit alors: Fort bien, je l'octroie. Mais Iseut s'agenouilla à ses pieds. Père, donnez-moi d'abord le baiser de merci et de paix, en signe que vous le donnerez pareillement à cet homme. Quand elle eut reçu le baiser, elle alla chercher Tristan et le conduisit par la main dans l'assemblée. À sa vue, les 100 chevaliers se levèrent à la fois, le saluèrent les bras en croix sur la poitrine, se rangèrent à ses côtés, et les Irlandais virent qu'il était leur seigneur. Mais plusieurs le reconnurent alors, et un grand cri retentit. C'est Tristan, Tristan de Lounois. C'est lui, c'est le meurtrier du mort Holt. Les épées nues brillèrent et des voix furieuses répétaient: Qu'il meure, qu'il meure! Mais Iseut s'écria: Roi, baise cet homme sur la bouche ainsi que tu me l'as promis. Le roi le baisa sur la bouche et la clameur s'apaisa. Alors Tristan montra la langue du dragon et offrit la bataille au sénéchal, qui n'osa l'accepter et reconnut ainsi son forfait. Puis Tristan parla ainsi: Seigneur, j'ai tué le mort Holt, certes, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle Amandise. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort, et je vous ai délivré du monstre. Et voici que j'ai maintenant conquis Iseult la blonde, Iseult la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef. Mais, afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répande non plus la haine mais l'amour, sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera. Voyez ici,
100 chevaliers de haut parage, prêts à jurer sur les reliques des saints que le roi Marc vous mande paix et amour, que son désir est d'honorer Iseux comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine. On apporta les corps saints à grande joie, et les 100 chevaliers jurèrent qu'il avait dit la vérité. Le roi prit Iseut par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son seigneur. Devant ces 100 chevaliers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. Iseut la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi, Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait. Le beau comte du cheveu d'or n'avait été que mensonge, et c'est à un autre qu'il la livrerait. Mais le roi posa la main droite d'Iseut dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle au nom du roi de Cornouailles. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or.